Après ce schéma d'une coupe de sol qui nous a permis d'en décrire la structure, on va parler maintenant de texture du sol avec la consigne 3. La texture d'un sol, ça peut s'évaluer empiriquement, au toucher. Le sol va paraître rugueux ou au contraire doux, collant, gras, sec, autant d'adjectifs qui traduisent une perception sensorielle. De manière plus formelle, on peut aussi déterminer la texture par des techniques de sédimentation, c'est ce qui est illustré ici. Lorsque l'on met des particules de sol en suspension dans l'eau, ces particules vont sédimenter selon leur granulométrie, ça vous connaissez, et on va pouvoir distinguer les sables, des limons, des argiles. Eh bien, la texture du sol, c'est ça, c'est la proportion entre ces trois catégories. On va ainsi avoir des sols plutôt argileux ou au contraire limono-sableux par exemple. Alors ça c'est très important parce que ça conditionne directement la capacité du sol à drainer l'eau ou à la retenir. Là, on parle de la composante minérale du sol, mais il ne faut pas oublier la composante organique, autrement dit l'humus, qui est issu de la décomposition de la biomasse. Les particules d'humus et celles d'argile s'associent entre elles pour former un complexe qui joue un rôle très important dans le sol, puisque, comme illustré sur le schéma à gauche, ce complexe interagit avec des éléments minéraux, des sels minéraux. Ce complexe argilo-humique, CaH, je le représente ici de manière très simplifiée, on va justement essayer de caractériser un peu sa capacité à retenir certains ions minéraux, et on va faire ça à travers une expérience. La première chose dont il faut disposer, c'est du complexe argilo-humique, et pour cela, il suffit de broyer dans un mortier un échantillon de sol argileux. C'est cette poudre grise là que vous voyez sur l'image. Ensuite, on va placer cet échantillon dans un entonnoir. Alors, en réalité, on va placer un filtre pour retenir la poudre et éviter qu'elle tombe au fond du bécher, bien sûr. Ensuite, on va utiliser une solution colorée en bleu que l'on va verser directement sur le complexe argilo-humique. Parallèlement, on va faire la même chose. On va utiliser le même dispositif, mais cette fois, on va verser une solution colorée en rouge. Alors là, pour l'instant, vous vous demandez sans doute où je veux en venir, mais vous allez comprendre. La solution bleue, c'est de l'eau dans laquelle il y a un colorant qui s'appelle le bleu de méthylène. C'est une molécule qui a plusieurs applications et dont j'ai indiqué la formule chimique. Ce que je montre ici, c'est vraiment la molécule qui donne sa couleur bleue à la solution. Vous constatez que cette molécule est chargée électriquement. Il y a un plus au-dessus de l'atome de soufre, ce qui veut dire que c'est un ion positif, encore appelé cation. Normalement, vous avez dû voir ça en chimie déjà. Le colorant rouge à gauche, c'est de l'éosine, donc voici la formule. La molécule présente certaines similarités structurales avec le bleu de méthylène, mais pour le coup, l'éosine est rouge, et surtout, c'est ça qui nous importe, c'est un anion. Vous voyez, il y a des charges moins sur les atomes d'oxygène. L'éosine est donc un ion négatif, encore appelé anion. Je vais vous montrer à présent l'expérience pour que vous puissiez décrire les résultats et surtout en donner une interprétation. Le but ici, c'est de déterminer comment se comporte le complexe argilo-humique vis-à-vis des ions minéraux présents dans le sol. Ces ions, comme le bleu de méthylène, comme l'éosine, sont des éléments ou des molécules chargées. Et si vous avez lu attentivement le document 6, vous savez que ces interactions entre le CaH et les ions minéraux sont de type électrostatique, donc ce sont des liaisons non covalentes qui font intervenir des charges électriques de signes opposés. Alors, regardons maintenant l'expérience. Alors, je vais vous montrer une vidéo dans la vidéo. Voilà l'entonnoir dans lequel on a positionné un filtre en papier et le tout est placé dans un bécher. Alors, on dépose l'échantillon de sol riche en complexe argilo-humique. On rajoute un certain volume de solution d'éosine qui s'infiltre dans le sol, qui est absorbé par celui-ci. On voit que ça imprègne aussi le filtre par capillarité. Regardons ensuite de l'autre côté, à la sortie de l'entonnoir. L'éosine s'écoule après avoir traversé le sol, et le liquide est aussi rouge qu'au départ, il n'y a pas de modification apparente. On fait la même chose, mais avec du bleu de méthylène maintenant. On dépose sur l'échantillon de sol quelques gouttes, voire plus, et on attend, donc ça s'infiltre. On en rajoute encore un peu. À la sortie de l'entonnoir, alors ça s'écoule toujours, mais là c'est très différent de la situation précédente parce que le liquide est incolore, il est transparent, donc le colorant semble véritablement avoir disparu. Alors que s'est-il passé?
On va essayer de donner une explication. Enfin, c'est à vous d'essayer de la trouver, bien sûr. Si je résume, lorsqu'on fait passer une solution d'anion sur le complexe argilo-humique, ceux-ci le traversent et ne sont donc pas retenus, tout simplement. Si on fait la même chose avec des cations, je rappelle, ces cations, ce sont eux qui sont responsables de la couleur bleue. Les cations ne sont plus dans la solution qui ressort du sol, car ils ont été fixés par le complexe argilo-humique. Retenez donc que les ions chargés positivement sont retenus par des interactions électrostatiques. Ça signifie donc que le complexe argilo-humique est lui-même chargé négativement. Dans le sol, ça va avoir pour effet qu'il va fixer des ions positifs, alors les ions ammonium par exemple, NH4+, les ions potassium, K+, calcium, Ca2+, et bien d'autres. Ceci facilite leur absorption par les racines des plantes. Alors, je prends l'exemple des ions NH4+, qui contiennent de l'azote, un élément essentiel pour les végétaux. Ces ions NH4+, peuvent aussi se retrouver libres dans la solution du sol et être absorbés directement, tandis que l'excès de NH4+, peut se fixer sur le CaH, et ce complexe pourra ainsi libérer ces ions plus tard, lorsqu'ils seront moins abondants. Donc, vraiment, ça en fait un régulateur de la disponibilité en minéraux, donc un facteur important pour la fertilité du sol. L'azote peut aussi se trouver sous forme d'ions nitrates, NO3-, qui sont notamment apportés par la plupart des engrais. Un excès de nitrate dans le sol ne va pas être fixé par le complexe argilo-humique, puisque au contraire, deux charges négatives ont tendance à se repousser mutuellement. Conséquence, l'excès de nitrate a tendance à être lessivé et emporté par les eaux d'infiltration. Et bien sûr, vous vous rappelez la partie précédente, où on a vu que ça posait des problèmes au niveau environnemental. J'en viens maintenant à ce diagramme un peu particulier, qui permet de visualiser la texture du sol, c'est-à-dire la proportion entre argile, limon et sable. La consigne 3 vous demande de commenter la texture d'un sol contenant 30% de limon et 40% de sable. 30% de limon, on est donc ici. Si je trace une ligne droite comme ceci, parallèle au côté du triangle et orientée plutôt vers le sommet opposé, j'arrive à 70% de sable, qui est le complément de 30%. Or, l'énoncé vous dit qu'on a 40% de sable. Donc on est en fait là, là où j'ai entouré le chiffre. Il suffit de tracer une autre ligne, de la même façon que précédemment, et vous constatez que les lignes se croisent dans la zone limon argileux. Pour lire graphiquement la proportion d'argile, on trace une troisième ligne et on lit 30%. Le total doit faire 100, évidemment, ce qui est le cas. 30 plus 40 plus 30, ça fait bien 100. On a donc ici une texture du sol qui est équilibrée. Si vous lisez bien les documents de l'activité, vous voyez que ça procure beaucoup d'avantages. Ça permet notamment l'ancrage des racines, mais aussi la rétention d'eau par les particules fines et la rétention d'ions minéraux grâce au complexe argilo-humique. Il faut bien sûr qu'il y ait de l'humus aussi. Ça, c'est intéressant pour la nutrition des végétaux. Ça permet aussi d'avoir une structure du sol aérée, donc d'avoir de l'air, ce qui va favoriser les échanges gazeux et notamment la respiration importante pour les racines, mais aussi pour la faune du sol. Donc tout ça va dans le même sens finalement et constitue des conditions favorables au développement des plantes, ce qui est plus ou moins la définition d'un sol fertile. Si vous voulez voir un exemple, je vous montre ce tchernosol en Ukraine. Alors c'est un type de sol d'excellente texture qui contient beaucoup d'humus, regardez un peu cette couleur sombre, et qui est particulièrement riche en substances nutritives. Voilà, on arrête là pour cette partie. Comme d'habitude, je vous laisse faire pause pour recopier cette notion et mémoriser les principales connaissances. Pour prolonger ce thème sur le sol et les agrosystèmes, pour revenir aussi sur ce qu'on a dit plus tôt sur les intrants et les problèmes posés par leur utilisation excessive, mais aussi pour introduire la prochaine partie, je vous propose de regarder ensuite cette vidéo. Alors, c'est tout à fait édifiant, ça concerne un scandale sanitaire récent et qui malheureusement n'a pas fini d'avoir des conséquences. Regardez bien, ça permettra aussi d'avoir un peu de perspective quand on parlera d'agriculture durable. Ça, c'est dans la prochaine séquence qui arrive, donc on reparle de tout ça très vite.